Dans notre journée et dans les réflexions qui nous animent, on a trois pieds d'un débat fondamental qui est à la fois le numérique, qui est à la fois la question environnementale et puis qui est à la fois nos territoires. Le numérique a-t-il besoin d'être présent dans notre quotidien? A-t-il besoin d'être à ce point-là omniprésent? Bonjour à toutes et tous. D'abord, je suis ravi de pouvoir faire enfin un séminaire qui à la fois est hybride, c'est-à-dire en présentiel et en distanciel, puisque je salue les gens qui sont avec nous sur Teams. C'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on est tous sur des visioconférences, des tunnels, etc. et qu'on a perdu un petit peu de sociabilité. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le grand retour de ces formes de sociabilité. Alors, on a une demi-journée de séminaire aujourd'hui sur un sujet qui, pour nous, est vraiment d'importance. Environnement numérique, quels enjeux pour le développement durable des territoires. On sait que les relations entre numérique et environnement sont des relations qui prêtent à controverse, on en parlera, à la fois des douleurs, mais à la fois des éléments de solution. Et je suis très heureux de pouvoir, au nom du comité pédagogique de l'Institut des Savoirs et des Talents, participer à ce séminaire avec l'INSEQ, grande école s'il en est. Et donc pour initier les débats, je propose à Mathias Emmerich de faire une introduction. Alors depuis lors, les choses et les perspectives ont un petit peu changé, mais cependant, entre-temps, des dizaines de milliards ont été dépensés pour substituer une conduite digitale, multiconnectée, hyper consommatrice de capteurs, de codes et de données, pour remplacer finalement une intelligence humaine assez moyenne, puisque presque chacun d'entre nous peut conduire après 20 ou 30 heures de cours de conduite. D'un côté, on a l'intelligence naturelle, qui permet d'apprendre à conduire en 20 ou 30 heures, donc c'est vraiment average, je dirais. Et de l'autre côté, des dizaines de milliards et la nécessité de recourir à une multiplicité de capteurs, des téraoctets de données et des systèmes ultra complexes. Regard critique sur les technologies, parce que les technologies ont besoin d'être maîtrisées, non pas par leur dimension technique, mais par leur dimension sociale, politique et par le regard sur leur fin. Des produits connectés, il a oublié les chats connectés, il a oublié les chiens connectés, par exemple, qui sont des réalités. Géolocaliser votre chat en permanence dans votre appartement a quand même une efficacité remarquable. Avec le déclenchement automatique en fonction du poids du chat, du nombre de grammes de croquettes que vous allez lui verser. Parce qu'évidemment, il faut aussi connecter le distributeur de croquettes. Si votre chat accepte les croquettes, parce que les chats de luxe n'acceptent pas les croquettes. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des dangers de vivre avec un narcisse blessé. Je vais plutôt vous parler des dangers d'un Napoléon moderne. Je vais vous parler d'échecs individuels, mais de potentielles victoires collectives qui, je l'espère, nous amèneront à résoudre la perte de sens du numérique, si tant est que le numérique ait déjà eu un sens. Je veux dire, Huxley, Orwell, McLuhan, Deleuze, tout ça, c'est des gens qui nous ont avertis. On ne les a pas écoutés. Aujourd'hui, on voit le résultat. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce qu'on est passé d'un monde où le numérique était le rêve d'ingénieurs utopistes, limite altermondialistes, qui ont été biberonnés avec des substances psychotropes et une volonté d'universalisme, à un monde aujourd'hui qui est ultra-capitaliste, individuel, atomisé, au même de quelques entreprises. L'important, c'est pas l'emploi. L'important, c'est d'apprendre chacun à vivre décemment et à vivre plutôt qu'à survivre. Et le vrai travail, c'est l'ouvrage. Ce qui nous enrichit, nous, qui enrichit notre environnement. Comment on rend
ce type de travail, d'ouvrage, comment on le rend visible, désirable, pas avec le en même temps. Absolument pas. Alors pas non plus, à mon sens, avec un seul récit. C'est une multitude de récits qui vont coaguler quelque chose, qui peu à peu, via des séries télévisées, via des tas de voix, vont entrer dans le corps social, dans la société. On vient de publier avec Philippe Nakache une tribune dans les Échos, dans laquelle en fait on s'inscrit en réaction de ce fameux rapport du GIEC qui a été publié la semaine dernière et qui explique sans embâche que si effectivement la Terre survivra à des modifications structurelles environnementales très violentes, parce que voilà, l'écosystème naturel sait s'y adapter, notre espèce humaine, elle, ne pourra pas le faire si ces chocs climatiques sont ultra violents et de très grande ampleur. On parle souvent du numérique en général. En fait, de la même façon qu'aujourd'hui, certains usages bien précis sont à la source de la croissance de l'empreinte environnementale numérique. Par exemple, tout ce qui est vidéo en ligne avec des formats qui s'enrichissent tous les jours. Ce type d'usage qui est responsable d'une grande partie de la croissance de l'empreinte. Et aujourd'hui, la tendance, c'est que cette empreinte carbone du numérique, elle augmente d'à peu près 6% par an. 6% par an, ça veut dire en gros, en 10 ans, le double. De toutes les disciplines qui sont enseignées, le numérique, l'environnement, au service des territoires, c'est une préoccupation absolument constante et généralisée. Avec des chiffres, il faut essayer de voir selon les contextes nationaux quel est le problème principal. Pour faire quelques chiffres, je ne vais pas vous accabler avec, mais l'idée c'est que quand on regarde les chiffres de l'empreinte carbone du numérique, au niveau mondial, on est à peu près à 50% pour la fabrication des terminaux utilisateurs, c'est-à-dire les smartphones. Il y en a 34 milliards dans le monde aujourd'hui, plus que d'individus. Et 50% la phase utilisation. Utilisation, ça va être la consommation électrique faite pour l'utilisation de ces terminaux, des data centers et des réseaux de télécommunications. C'est déjà le cas aujourd'hui. On a des tensions un peu partout dans le monde aujourd'hui qui naissent au moment où on se parle autour de l'accessibilité de ressources. Le conflit syrien, l'une des explications des causes de ce conflit, c'est l'accès aux ressources en eau potable ou les ressources en eau pour tout simplement irriguer les terres cultivables. On a des régions entières du nord de la Syrie qui ont perdu 60% de productivité agricole. Tous les moyens, et Orange est complètement dans cette partie-là et dans cette vision-là, tous les moyens qui permettent de diminuer l'empreinte carbone au niveau de nos réseaux, au niveau des satellites, au niveau des smartphones, au niveau des devices, au niveau des micro-centers et au niveau des énormes data centers, sont des axes de recherche sur lesquels on a des risques de température, on a des risques d'inondation. Il faut être en mesure rapidement de les anticiper pour protéger les populations. Donc les avertir. Tu l'as dit, globalement, est-ce que le système néolibéral capitaliste, qui est notre dernier système de pensée, est capable de s'auto-discipliner? La réponse est clairement non. La partie utilisation est quelque chose qui est très conditionné par le mix électrique pays utilisé. En France, on peut faire les malins parce qu'on a un mix électrique très décarboné, sauf que la plupart de nos infrastructures réseau et de nos data centers ne sont pas situées en France. Vous en avez par exemple sur l'île à Gibraltar, qui a un mix électrique à 800 grammes de CO2 par kilowattheure, ou une partie en Allemagne. Donc l'idée de relocaliser les data centers en France et de conserver un mix électrique très peu carboné, donc en ouvrant surtout pas de nouvelles centrales à gaz, est une excellente façon de réduire l'empreinte carbone du numérique sur ce point. Il n'y a pas de vision globale. Voilà. Je pense qu'il y a des territoires urbains qui ont des besoins, numériques, qui seront exprimés par des hommes et des femmes qui habitent dans des zones rurales. C'est ça, en fait, la sobriété. Le problème, c'est que 1989, finalement, marque un nouveau monde qui a été présenté ici. Et on aurait aimé qu'Orwell appelle 1984 plutôt 1989, il s'est trompé à 5 ans près à mon avis. Mais effectivement, à 200 ans d'écart, se sont repositionnés deux choses identiques. Une victoire des idéaux,
Révolution française et l'apparition d'Internet. Mais finalement, ces deux victoires-là, idéalistes, utopistes, portaient en elles les germes d'empire. Napoléon, d'un côté. Je veux dire, on a quand même eu Napoléon qui a suivi la Révolution française. Quand on y pense, c'est juste hallucinant. Et aujourd'hui, on a, après 1989, les empires des GAFAM ou des Batix qui suivent l'apparition d'Internet. C'est juste aussi hallucinant. Cette capacité, grâce aux télécommunications, grâce aux smartphones, de pouvoir participer à la construction de quelque chose, ça c'est extrêmement récent. Le monde se lie, c'est vrai. Le monde se lie totalement. Donc aujourd'hui, on a besoin de technologie, on a besoin de smartphones, on a besoin de data pour dépolluer les océans, pour empêcher la mortalité des poissons. Et je crois que toutes les entreprises ont un rôle à jouer. On a beaucoup parlé d'usage, on a beaucoup parlé d'innovation utile, et par rapport à ce qui a été dit aussi sur cette notion de progrès, je vous réfère aux travaux d'Étienne Klein, qui a fait un grand dossier sur la notion de progrès versus l'innovation utile. Je pense que voilà, c'était les deux idées que je voulais évoquer. Et pour Hugues, j'espère que vous allez nous faire un super rapport sur l'impact de la crypto-monnaie qui n'a pas été évoqué. On a beaucoup parlé des mines au Congo, mais je crois qu'un tweet de Elon Musk qui fait chuter la crypto-monnaie, on aimerait que Elon Musk nous fasse plus de tweets pour faire baisser la crypto-monnaie. Voilà, merci. Dernier point, la fin de vie des équipements. Les équipements numériques, ils ont un impact du coup très important en termes de pollution au début, lors de l'extraction minière, mais aussi à la fin de leur vie. Ces terminaux utilisateurs, on peut les compter, ça fait à peu près 50 millions de tonnes de déchets par an. Ces 50 millions de tonnes de déchets par an, la principale action à mener, c'est de travailler énormément sur le recyclage et d'avoir des terminaux et des smartphones notamment avec moins de métaux. Le développement, par définition, cale leur trajectoire sur des modèles. Alors, les modèles, si nous continuons à offrir des modèles de société qui sont aussi énergivores et aussi émissifs, et dit autrement, si l'idéal pour un pays qui accède à Internet, c'est d'équiper tous ses habitants de 15 équipements numériques, bon ben c'est sûr que là on ne sera pas au 3 degrés, on sera plutôt au 4 ou 5. Ici, dans un établissement d'enseignement supérieur, donc je dirais les trois disciplines académiques que l'ingénieur du XXIe siècle se doit de maîtriser, de combiner à bon escient. C'est l'ingénierie système. Donc c'est appliqué à un territoire intelligent, c'est les systèmes complexes, on parle même de systèmes dans lesquels les sous-systèmes peuvent être des objets techniques ou bien des objets sociaux. Deuxième discipline, c'est ce que j'appelle moi les sciences informatiques au pluriel. Donc moi je dis à mes étudiants, je ne forme pas des codeurs, alors bien sûr il faut maîtriser le codage, le logiciel, le génie logiciel, mais c'est évidemment les infrastructures informatiques qui ont été décrites aussi ce matin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud computing, informatique au sens très large. Et puis troisième discipline, et je terminerai avec ça, c'est ce qu'on appelle communément la science des données et l'intelligence artificielle, qui sont une réalité aujourd'hui. Donc l'ingénieur du XXIe siècle, pour, je dirais, prendre sa part dans ces enjeux environnementaux au service des territoires et des villes entre guillemets intelligents, doit savoir mobiliser ces trois disciplines. La ville moderne, c'est l'ascenseur. Vous enlevez l'ascenseur, il n'y a plus Dubaï, il n'y a plus New York, il n'y a plus Jakarta, il n'y a plus Pékin, il n'y a plus rien pour tomber à Paris, Amsterdam ou Berlin, c'est-à-dire 6 étages, et les pauvres au 7e parce qu'ils peuvent monter. Ce qu'apporte le numérique, et c'est important, c'est l'optimisation. C'est la capacité d'avoir de la puissance de calcul et d'optimiser les crues. On n'a pas attendu d'avoir le numérique pour faire Venise ou Amsterdam, même si avec le numérique, on peut prévoir, on peut anticiper, etc. Et c'est vrai que la perspective historique de Guillaume m'a fait penser que ce point de départ sur la ville comme opportunité de mieux vivre ensemble, c'est un point de départ important. La ville, elle a au départ permis à des humains de vivre en proximité et de réfléchir, penser, construire ensemble un futur avec cette idée qu'on allait mieux vivre ensemble. Ce rôle du numérique aujourd'hui mis en relation avec la crise écologique. On a des forces, des dynamiques
qui en ville, pas partout, mais en ville aussi, sont finalement, parfois se rencontrent, mais souvent sont parallèles. Et une expression intéressante est celle de ce numérique comme une force sans but et cette écologie comme un but sans force. On a un numérique qui peut fondamentalement changer les choses en reliant, en optimisant, et qui n'est pas toujours mis au service du bien commun et notamment de cette problématique écologique en ville qui est posée aujourd'hui. Et cette écologie qui est si essentielle à préserver et qui pourtant n'est pas au cœur de nos préoccupations. Il a été évoqué le sujet central de l'énergie. Je dirais un ingénieur qui va travailler sur des sujets environnementaux et numériques peut aussi avoir quelques notions sur l'énergie. Et je crois que certaines notions de base sur l'énergie sont très mal connues de la population en général, mais y compris des ingénieurs. La différence entre des watts, des watteurs, c'est quoi l'énergie primaire, l'énergie secondaire, les notions de transformation, de perte. On parle beaucoup de l'hydrogène, mais comment on fabrique l'hydrogène, etc. Donc certaines notions de physique et d'énergie me semblent essentielles. Donc il faut des urbanistes, bien évidemment, des architectes, des sociologues, des géographes, des historiens. Et de mon point de vue, ces acteurs doivent aussi développer des connaissances et des compétences aussi de nature scientifique et technique. Ils doivent être finalement aussi des honnêtes hommes, au sens pascalien du terme, de ces sujets-là. Il faut, à mon sens, et moi c'est le message que j'essaie de faire passer aussi au Sud, parce qu'on a encore plus cette envie de dire, dans les pays du Sud, finalement, rassurez-vous, vous n'avez pas le téléphone fixe, mais le téléphone portable va régler votre problème. Ou alors, le numérique va venir vous sauver de tous vos problèmes. Bon, le numérique, ça ne sauve rien du tout. De façon, quasiment. Et l'idée, c'est quand même de rappeler que la ville est un espace politique et ce qui compte, c'est les gens et que la technologie n'a jamais sauvé la moindre ville de problèmes qu'ils aient pu avoir. Il faut effectivement à peu près réduire de moitié les émissions d'ici 2030. Et pour ça, on ne saura le faire que si on réduit à cette échéance la consommation d'énergie dans le monde de 20%. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la capacité en fait, de mise en place, de mise en œuvre d'énergie renouvelable est limitée. Elle est limitée par des facteurs techniques, par des facteurs sociétaux, par des facteurs culturels, etc. etc. Ensuite, j'aime le numérique. Ça fait 30 ans que je fais du numérique, j'aime le numérique et je suis persuadé que c'est une des inventions les plus géniales de l'humanité. Mais comme toutes les inventions, si on ne lui donne pas un sens, si on ne lui donne pas des objectifs, si on ne l'encadre pas, il va n'importe où. Et aujourd'hui, le numérique va n'importe où. On croit bien que cette réconciliation entre le numérique et l'environnement, elle passe par une prise de conscience, elle passe par une acculturation à ces sujets-là, et donc par une formation. Et je crois que voilà, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir l'annoncer avec Sylvie. C'était notre démarche de pouvoir créer à la rentrée des formations qui vont permettre d'ouvrir, je dirais, l'ensemble de ces champs qu'on a évoqués ce matin, sur les différentes dimensions de ces débats et de permettre une acculturation, une prise de conscience et de voir comment on peut effectivement au quotidien, dans des solutions très pratiques, réconcilier à la fois le numérique et l'environnement.